Remplacer Steve Rogers en tant que Captain America allait forcément être compliqué, et plus encore qu'une question d'acteur, c'est avant tout un enjeu d'écriture. Si ce nouveau film Captain n'est pas le désastre pointé, il se rate sur de trop nombreux aspects pour espérer se hisser au niveau de ses prédécesseurs. Sans bande dessinée, pas de Marvel, et heureusement, le 9e art continue de proposer de nouvelles histoires. En voici un bel exemple. Les temps obscurs entre la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité sont propices au mythe et à l'édification de récits puisant dans le merveilleux, voire le sacré et donc le divin. La bande dessinée Tanis imagine une civilisation entre la chute d'Atlantis et le néolithique, des milliers d'années avant l'Égypte antique. On ne voit aucune arme de métal dans ces pages et certainement pas de vikings comme on pourrait se l'imaginer en se laissant tromper par des images mentales profondément ancrées. Titré des tombeaux d'Atlantis, c'est ici le premier tome d'une saga qui affiche son ambition ainsi que sa destination dès sa première page, qui permet de comprendre que Tanis ne prendra toute son ampleur en termes scénaristiques qu'à l'aune des épisodes qui vont suivre. En effet, ce premier tome pose un monde violent et soumis aux humeurs des conquérants et des dieux, ainsi qu'un personnage, la jeune Tanis, qui commettra erreur sur erreur, comme directement annoncé. C'est donc en figure de style découlant de la tragédie grecque qu'il faut percevoir ce premier chapitre, sachant que sa conclusion promet une suite ouverte à l'incertitude et aux découvertes, au fil du scénario conçu par Valérie Mangin et Denis Bajram. Pour ma part, ce qui m'a surtout conquis dans cette proposition, c'est le dessin à la fois pur et riche de Stéphane Perger, dont le talent explose en double page et au travers d'un découpage extrêmement cinématographique. Les crédits précisent que la maquette est de Denis Bajram. Je ne sais pas exactement comment le travail s'est réparti entre Denis et Stéphane, mais le résultat est dynamique et spectaculaire, à tel point qu'on a les avantages à la fois d'un storyboard de film et d'illustrations ultra léchées, sans parler des couleurs parfaitement utilisées. L'album se destine autant aux adolescents qu'aux adultes, avec notamment des scènes de violence crue et un aspect mythique pleinement assumé, avec des inspirations explorées en fin de tome. Le bémol qu'on pourrait émettre quant au rôle peu glorieux réservé ici à l'héroïne est en partie désamorcé par la sublime première planche. Comme je le disais, il faudra se projeter sur la suite pour espérer la voir enfin prendre son destin en main plutôt que d'en rester le jouet. Alors si Tanis vous a tapé dans l'œil, c'est un album Dupuis et vous trouverez plus d'informations via le lien en description et commentaires épinglés. Je vais commencer avec un avis léger en termes de spoilers, sachant que je ferai quand même référence à ce qu'ont montré les bandes annonces. Je suis allé voir ce Captain America Brave New World en ayant très peu d'attentes et dans les meilleures conditions techniques possibles. Sur les aspects positifs, j'ai trouvé que le film commençait bien autant en proposant des scènes d'action qui établissent les capacités du héros qu'en soulignant qu'il s'agit bien d'un thriller entre action et politique. Par ailleurs, le film a le mérite d'enfin s'inscrire dans la continuité de ce qu'on a pu voir auparavant dans plusieurs films et séries du MCU, ce qui n'était pas forcément le cas de films récents depuis Endgame, à savoir la phase 4 et ce début de phase 5. La principale exception de ce point de vue était sans doute Doctor Strange 2 qui s'appuyait pas mal sur les événements de WandaVision, même si ça aurait pu être encore mieux de ce point de vue. Dans le cas de ce film Captain America, on retrouve des éléments de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, mais aussi d'autres issus du film L'Incroyable Hulk de 2008, et ouais, ça fait 17 ans. J'ai lu des avis divergents sur la question des scènes d'action, et je comprends pourquoi. Ce film doit transformer les limites d'un personnage en qualité, et c'est un défi délicat à relever. Et oui, les limites, puisque Sam Wilson reste un Captain America dont les capacités d'action dépendent uniquement de son entraînement et de son équipement. Il ne peut pas compter sur le sérum de super soldat, c'est un point directement abordé dans le film, d'une manière plutôt correcte, mais les conséquences restent les mêmes. Soit on va trop loin en faisant de Sam Wilson une personne aux capacités surhumaines, soit on se retrouve à devoir limiter l'ampleur de ce qu'il parvient à accomplir, et donc le niveau de spectaculaire des scènes en question. Ce que la réalisation réussit à faire, c'est de démontrer l'efficacité de la combinaison ailée de Sam et la maîtrise qu'il en a en parfaite synergie avec l'usage du fameux bouclier bien sûr. Cette efficacité s'exprime dans des combats contre des fantassins, aussi bien que dans le ciel, face à des avions de chasse. Il était essentiel de développer cet aspect aérien qui marque l'avantage de ce nouveau Captain America face à l'ancien. Steve Rogers ne savait pas voler, et c'était un élément assez important du troisième acte de Captain America et le Soldat de l'Hiver, avec les Helicarriers. Cet aspect du film, les scènes d'action, est donc plutôt une réussite, mais avec 3 bémols, ouais, quand même. Le premier repose sur le côté rebond magique du bouclier, qui est encore moins vraisemblable maintenant entre les mains d'un utilisateur qui est supposé n'avoir aucune agilité ni réflexe surhumain. À plusieurs reprises, j'ai dû faire l'effort d'en faire abstraction et de me dire « bon allez, c'est pas grave, on va dire que j'y crois quand même,
ça reste un film de super-héros. En gros, Sam Wilson est passé du statut de soldat assez doué à celui d'athlète et combattant totalement exceptionnel. Le deuxième bémol, c'est que l'action de ce film se fait littéralement casser la gueule par celle de Captain America et le Soldat de l'Hiver, qui reste à mes yeux le meilleur film du MCU, je vais pas épiloguer là-dessus, mais bon, pour moi c'est évident. La qualité des affrontements provient d'un savant mélange entre bonne réalisation, bonne chorégraphie et intensité des enjeux et relations entre les gens qui se battent à l'écran. Et si la réalisation de Cap 2 a ses limites, en revanche, le reste est plus qu'au taquet. La simple scène de l'ascenseur de Cap 2 est sans doute meilleure que l'ensemble de celles de ce Cap 4, et si on y ajoute Steve Rogers seul en moto face à un jet d'attaque capable de vol vertical, ou encore l'attaque contre la voiture de Nick Fury en intro, il n'y a même plus de débat possible. Le troisième bémol dépend de l'écriture du troisième acte du film et de sa résolution, donc j'y reviendrai en détail dans la partie spoiler de cette critique, mais disons que d'un certain point de vue, on peut ressentir de la frustration au sujet de cette conclusion, et ce pour plusieurs raisons. L'action, c'est une chose, mais comme indiqué, ce film se positionne très clairement comme un thriller d'action politique. Et de ce point de vue, on a deux ingrédients qui tiennent vraiment la route, mais sont plus ou moins sous-exploités, tandis que d'autres éléments tombent carrément à l'eau. Les deux ingrédients solides sont d'abord Harrison Ford dans le rôle de Thaddeus Ross, et dans une moindre mesure Carl Lumbly dans celui d'Isaiah Bradley. Outre sa présence indiscutable, Harrison Ford apporte une certaine profondeur au président Ross, dont il est difficile de deviner les motivations véritables, ainsi que son niveau de compromission dans les événements qui nous sont présentés. Concernant Lumbly, il dégage avec talent le fardeau d'un homme brisé par une injustice immense. Malheureusement, le film ne pousse pas assez loin l'usage qu'il aurait pu faire d'un tel personnage. Au-delà de ces deux hommes, le côté politique de ce Cap numéro 4 est certes présent dans le scénario, au premier degré, mais si on prend un peu de recul, tout ça reste quand même très cosmétique, sans véritable message ou mise en garde. Captain America et le Soldat de l'Hiver mettaient en garde contre la surveillance et l'usage qui pouvait être fait des informations sur les citoyens. C'était un film qui mettait on ne peut plus clairement en garde contre l'accès au pouvoir du fascisme pur et dur avec Hydra, sous la façade de projets présentés comme raisonnables pour la sécurité de tous, etc. Ici, on n'a finalement aucun propos de fond, si ce n'est que la guerre c'est mal et qu'il faut que tout le monde se réconcilie, parce que bon, les gens peuvent reconnaître leurs erreurs et paf, tout ira bien. Cette absence de toute prise de risque ou de position n'est pas très étonnante de la part d'un film Disney, certes, mais le problème va plus loin encore en ce qui concerne le genre du thriller politique. En effet, c'est un genre qui ne peut fonctionner que si le film est au rendez-vous sur le suspense et la tension ou la surprise. La distinction entre tension et surprise est essentielle. Les deux sont potentiellement intéressantes, mais on peut avoir un excellent thriller sans surprise, tant que les informations connues par le public, mais pas par les personnages, parviennent à susciter de la tension. Ici, en l'occurrence, on n'a pas de surprise à cause de tout ce qui a été révélé durant la campagne promotionnelle, et que tout le monde sait ne serait-ce qu'en voyant les affiches du film, et la tension n'est pas réussie, car le film ne parvient pas à nous faire craindre la moindre conséquence pour ces personnages. Le film reste divertissant, il me semble, notamment dans ses deux premiers tiers, mais quand la fin arrive, on prend conscience que c'est un petit peu un cas de tout ça pour ça, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de pseudo-montées en pression pour aboutir sur un petit prout, un petit peu bruyant, mais sans plus. Néanmoins, je le crois pour certains spectateurs, et son jugement de valeur, quand on a des attentes relativement basses et qu'on veut juste changer les idées, ça fonctionne plutôt. Mais si on a le malheur de réfléchir un peu à ce qu'on a véritablement ressenti, de faire attention au montage ou encore à la façon dont on nous présente le plan du méchant, l'impression initiale correcte se désagrège rapidement pour aboutir sur un film moyen et oubliable qui aurait pu être meilleur en osant aller beaucoup plus loin. Visuellement, je trouve que le film prend cher pour quelques plans d'effets numériques pas terribles, c'est vrai, mais sachant qu'il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont réussis. Le Hulk rouge est de mon point de vue très abouti, notamment au niveau du rendu du visage. Les scènes de combat aériens sont très correctes et les effets associés à la combinaison de Captain America rendent plutôt bien. Dans l'ensemble, la réalisation est loin d'être en cause dans ce film. En revanche, on sent parfois qu'on a bricolé des morceaux, l'effet de trop de reshoot et de réécriture à n'en pas douter. À un moment, un raccourci de montage presque grotesque m'a sauté aux yeux, mais j'y viens assez rapidement puisqu'on va passer à la partie spoiler, avant laquelle je compte sur vous pour soutenir cette vidéo via des abonnements, des commentaires, des pouces en l'air, à moins que vous ne souhaitiez vivre dans un monde où le président des États-Unis serait un monstre incontrôlable. Je me rends compte que ma menace tombe un petit peu à l'eau, mais tant pis, je compte sur vous quand même. Maintenant que nous sommes en territoire de spoilers sans pitié, il est temps de parler du véritable méchant de ce film,
dont seul le design est satisfaisant, à savoir le leader Samuel Stern. C'est Tim Blake Nelson qui reprend le rôle tenu en 2008 dans l'incroyable Hulk. Le look du personnage est de mon point de vue une réussite, avec un cerveau plus ou moins apparent, une couleur verte maladive. Il est vraiment monstrueux et on comprend aisément que cela, en plus de l'instrumentalisation dont il a été victime, en ont fait un individu plein de rancœur. Ceci étant dit, le film fait vraiment un pauvre usage d'un tel personnage. En termes de scènes confiées à Tim Blake Nelson, on n'a absolument rien de mémorable ou de marquant. Le leader est fade, vide, et il a tous les défauts d'écriture du personnage transformé en pur et simple outil scénaristique. Le fait est qu'imaginer et écrire les actions d'un antagoniste d'une intelligence supérieure est quelque chose de très délicat, un aspect qui est ici complètement raté. Au début, on peut y croire un peu quand le mystère plane encore sur le déclencheur des attaques contre le président Ross. Malheureusement, dès qu'on a l'explication tirée par les cheveux avec des signaux lumineux puis de la musique, sans qu'on comprenne d'ailleurs vraiment ce qui fait quoi, on est confronté à un TGCS, soit le Ta gueule c'est scientifique, le pendant au fameux Ta gueule c'est magique. On ne sait pas comment le leader a pu développer cette technologie, ça à la limite on s'en fout un peu, mais on ne sait pas pourquoi il a eu accès au dossier de telle ou telle personne et pas d'autres, et au final, on a le Faucon qui trouve une solution pour contrer le phénomène en environ 2 minutes chrono, du moins c'est l'impression qu'en donne le film. Pire encore, sans doute, la prise de contrôle n'est jamais utilisée de manière ambitieuse et percutante pour le film. On aurait pu avoir une solution de secours, un plan B de Stern en cas d'échec de son plan A, avec, par exemple, c'est une idée comme ça, la prise de contrôle d'une des deux femmes des services secrets notamment, mais rien de tout ça. Ce Ta gueule c'est scientifique s'accompagne d'un merveilleux Ta gueule, il est super intelligent, pour justifier quelques trucs un peu débiles, comme lorsque Stern arrive face à un ami soldat de Sam Wilson pour le tuer avec une fréquence à la con qui est censée faire exploser son cœur, juste avant qu'il ne confie les résultats d'analyse de pilules qu'il vient littéralement de recevoir au téléphone. Il y a tellement de problèmes logiques ici qu'on pourrait quasiment en faire une vidéo à part entière. Comment Stern est-il au courant de cet examen des pilules? Pourquoi intervient-il aussi tard s'il est au courant? Qu'arrive-t-il à la personne qui a mené les analyses des pilules? Pourquoi il n'utilise pas sa technologie qui fait exploser des cœurs sur Sam Wilson ou d'autres personnes? Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut nous foutre à nous, spectateurs, puisqu'on savait déjà, avant même le début de ce film, que le président Ross allait se transformer en Hulk rouge. On en revient à ce que je disais sur l'absence de surprise, mais aussi de tension dans ce film. Tout le pseudo-suspense s'appuie sur une scène qu'on a déjà vue dans les bandes annonces, à savoir la transformation publique de Ross en Hulk rouge. Et on se doute que Captain America va empêcher le déclenchement d'une guerre mondiale, on a eu la démonstration qu'aucun personnage ne risque grand-chose, et on sait pertinemment que d'une façon ou d'une autre, le problème Hulk rouge sera réglé. En comparaison, encore une fois dans Captain America et le Soldat de l'hiver, on se doute que ça va finir par s'arranger, mais on est accroché au rebord de son siège quasiment du début à la fin, tandis que l'enquête nous révèle des choses et que la tension de ce qu'on sait devoir arriver présente de véritables enjeux dramatiques. Le plan du leader est claqué au sol puisqu'il s'appuie in fine sur un pari portant sur le comportement d'une personne. Le problème, c'est qu'en tant que public, on a déjà vu un Hulk se faire calmer et que c'est au final une résolution un peu gnangnan, voire facile. Ce film retient ses coups. Le Faucon, Joaquin Torres, est blessé, mais tout va bien. Betty Ross fait sa petite apparition finale, c'est mignon. Isaiah Bradley est libéré, on est content. Seulement voilà, une histoire doit être pensée pour faire ressentir des choses aux spectateurs. Ce film aurait pu tuer Joaquin Torres, Isaiah Bradley ou même Betty Ross. Après tout, pourquoi pas? Qui se soucie vraiment de ces personnages pour la suite? Personne. On aurait pu faire drastiquement monter les enjeux et la tension en sacrifiant l'un ou l'autre dans des scènes bien pensées pour apporter de l'incertitude et prouver que la tension dramatique était réelle. Ce n'est pas tout puisqu'on nous introduit Hulk rouge pour finalement le foutre en prison juste après. On se doute bien qu'Harrison Ford ne va pas revenir a priori dans un film Marvel, donc l'avenir du personnage semble compromis. On l'aura utilisé pour un suspense inexistant et une scène d'action assez sympa de 7 minutes, sans nous expliquer bien sûr pourquoi Bruce Banner est totalement absent. Et ne parlons même pas d'un personnage secondaire comme Sharon Carter, qui n'avait une chance d'avoir une certaine continuité dans son histoire que dans ce film, après les événements de la série Le Faucon et le Soldat de l'hiver. Et pourtant, on a aussi des personnages secondaires qui sont ici ajoutés et qui ne servent quasiment à rien, mis à part transmettre des éléments d'exposition, comme Sidewinder, interprété par Giancarlo Esposito, qui a été ajouté durant les reshoots de manière trop évidente et qui reprend le rôle qui avait été initialement confié au catcheur Seth Rollins, du moins a priori. Quant à l'ancienne veuve noire vaguement inspirée du personnage Marvel Sabra, d'origine israélienne, disons qu'elle n'est pas développée et ne sert que de poulie de transmission dans quelques scènes, encore une fois. En parlant d'elle, j'en reviens au fameux raccord de montage des plus hasardeux que j'évoquais dans la partie sans spoiler. Sam Wilson parvient à concentrer un maximum d'énergie cinétique dans une aile et à la planter dans l'abdomen de Hulk rouge,
ce qui projette les deux adversaires sous des décombres, et soudain, la scène suivante nous montre Sabra et d'autres personnes venues secourir Sam, qui est sous des morceaux de ciment, alors qu'il n'y avait personne aux alentours 5 secondes plus tôt. On est donc supposé admettre que les deux ont passé environ 5 à 10 minutes dans l'inconscience, ce qui est totalement impossible pour Hulk, bien entendu, qui aurait alors repris la forme de Ross. Ce choix de montage consternant survient juste avant la résolution, alors que Sam n'a plus aucune chance, si ce n'est ramener Ross à la raison. Une conclusion peu glorieuse qui nous laisse un arrière-goût d'inachevé et fait passer Stern pour un crétin des Alpes. Il est totalement vrai que j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ce qui ne fonctionne pas dans le film, car je trouve que cela en demande généralement plus que de parler de ce qui est réussi. Je suppose qu'il existe quelque part un film nettement meilleur dans cet amas d'idées et de tournage de reshoot qui a abouti à celui sorti en salle. Il bénéficie de quelques ingrédients convaincants d'un réalisateur qui fait de son mieux et il reprend au moins des éléments restés en suspens depuis un moment, comme Stern ou encore le Céleste pétrifié dans l'océan Indien. Malheureusement, le film manque de substance et d'ambition, c'est un thriller sans surprise ni véritable suspense, et un film d'action qui ne parvient pas à approcher des sommets atteints dans des films Marvel précédents. Et même quand il introduit un élément aussi mythique que l'adamantium, c'est au final pour ne rien en faire, sans doute parce que le métal, qui est étroitement associé à Wolverine bien sûr, sera utilisé plus tard, on ne sait pas trop quand ni comment. Et parlons justement de la manière dont ce film prépare la suite, puisque je me suis concentré jusqu'à présent sur ses valeurs propres et la façon dont il tente de s'appuyer sur le passé. Si j'ai peu évoqué le futur, c'est parce qu'il n'y a quasiment rien à en dire, on sait juste que Sam Wilson va chercher à réunir une nouvelle équipe d'Avengers. Problème, on a absolument zéro teasing ou excitation sur ce qui devrait pourtant en provoquer des tonnes dans un film Marvel, alors que le prochain film Avengers, Doomsday, est supposé sortir dans 14 mois. Aucun membre potentiel des Avengers n'est mentionné, alors que c'était le moment ou jamais de faire un peu de tri sur les anciens, d'avancer des pistes, quitte à en lancer des fausses peut-être, quant aux nouveaux membres. Concernant les fameuses attentes d'après-générique de fin, nous avons une seule scène, et elles ne vont pas du rêve, c'est le moins qu'on puisse dire. Samuel Stern est en tôle, bien sûr, sur le raft, et il met en garde les naïfs héros contre les dangers venus d'autres mondes. Je devine plus ou moins où on veut en venir avec Secret Wars à l'horizon, mais pour le spectateur moyen, je pense que c'est relativement catastrophique. Et d'ailleurs, j'ai entendu juste derrière moi dans la salle de cinéma quelqu'un qui s'est plaint directement du multivers qui gâche tout. C'est évidemment la réaction logique quand un personnage vient vous casser les pieds avec une vague menace venue d'autres mondes. J'ai été assez étonné de constater que le seul lien avec Thunderbolts réside dans la courte apparition de Bucky Barnes qui fait campagne pour le Congrès, sans doute la Chambre des représentants, sachant que la question des recherches sur le sérum de super soldat devrait avoir de l'importance pour ce prochain film, je m'attendais à un lien plus direct. De même, on n'a aucune information quant à la situation politique des États-Unis à l'issue de cette catastrophe, avec ce président Ross qui se transforme en Hulk devant tout le monde et qui finit en tôle. Là encore, on ne peut qu'espérer que ce sera utilisé pour introduire le reste, mais la construction aurait dû commencer dès la fin de ce Captain America 4. Je vous rappelle que la bande dessinée Tanis est d'ores et déjà disponible et que vous trouverez plus d'informations dans le lien qui est en description et en commentaire épinglé. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour de prochaines aventures. J'espère par exemple que vous êtes lancé dans le visionnage de la série Severance, dont je couvre les épisodes avec joie et de profondes analyses, en tout cas j'espère, sur la chaîne. Et les personnes qui regardent semblent plutôt satisfaites, donc je vous recommande d'y jeter un œil. Donc à très bientôt, salut!